Bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue au webinaire de présentation du projet Set for Wind, financé dans le cadre de l'appel à projet recherche de l'UNEC. Je suis Gwenaëlle Le Goff, chargée de la recherche à l'UNEC. On a l'équipe de l'UNEC qui est en partie connectée avec Thibaut Pasquier, chargé d'innovation, et Lauriane Gauthier, chargée du suivi administratif des projets. Aujourd'hui, c'est donc l'équipe en charge du projet Set for Wind qui va vous faire la présentation, c'est-à-dire Salvi Bourguet, Anne Blavette et Hildar Daminov qui vont se présenter d'ici un instant. Alors, auparavant, je voulais vous rappeler pour les labos de la métropole de Nantes que l'appel à projet matériel est ouvert jusqu'au 13 juillet. Vous avez toutes les informations sur le site de WIMEC. Et pour l'ensemble des labos ligériens, je voulais aussi vous rappeler qu'on a l'appel à projet aide au montage de projet qui est ouvert en permanence, qui vous permet de bénéficier d'heures d'accompagnement par un consultant. Le consultant, c'est le cabinet Erdine, pour vous aider à rédiger vos dossiers. Donc, il ne faut pas hésiter à répondre à cet appel à projet. Voilà, je vais donc maintenant laisser la parole pour une trentaine de minutes de présentation à Salvi, Anne et Ida. Pendant ce temps-là, votre caméra et votre micro seront coupés. N'oubliez pas d'utiliser le bouton Q et R en bas de votre écran pour poser des questions. Les questions seront portées à la connaissance des présentateurs à la fin de la présentation, et donc ils vous apporteront leurs réponses. Et je voulais vous dire aussi que le webinaire sera présent d'ici une semaine en replay sur notre chaîne YouTube. Je pense que j'ai tout dit. Salvi, Anne et Hildar, je vous laisse la parole là. Salut. Excusez-moi, effectivement, j'avais laissé mon micro coupé. Donc, ce que je disais, donc merci Gwenaëlle pour cette présentation, cette introduction. Donc, ça va être un plaisir pour nous de vous présenter les résultats du projet pendant la demi-heure qui vient, à la fois pour les personnes qui sont connectées maintenant en direct et pour les personnes qui pourront nous contacter à la suite lors de la diffusion ou la visualisation en différé de cette vidéo. Donc, le projet, effectivement, on va le voir ici sur les quelques diapos, est porté par le consortium WIMEC avec des cofinancements donc de la région Pays de la Loire et de la Carène, et des cofinancements également du laboratoire IRENA. Donc on est organisé sur un projet qui intègre à la fois donc Nantes Université et l'IRENA, le laboratoire donc de recherche en énergie électrique de Nantes Atlantique, Université de Rennes via le CNRS, le NS de Rennes et le SATI avec Anne Blavette, et puis le LEA, donc le laboratoire de Centrale Nantes avec Thomas Soulard notamment, donc il faisait l'interface avec le CEMREV et quelques conseils. Dans les projets de WIMEC d'une manière générale, il y a un comité de pilotage également dans lequel, pour celui-ci, ont participé les sociétés RTE et WPD Offshore. Donc, on verra un petit peu quel rôle elles ont pu avoir. Donc, c'est bien un rôle de participation au COPIL, d'écoute et de éventuellement donner quelques idées, quelques données si possible pour guider les recherches. Alors, je vous propose ici on se propose quelques diapos pour se présenter, s'introduire. Je te laisse commencer, Anne, si tu veux bien. Oui, merci Salvi. Donc bonjour à tous, je m'appelle Anne Blavette, je suis chargée de recherche CNRS au laboratoire SATI à l'École normale supérieure de Rennes, qui est maintenant dans l'Université de Rennes. Mes centres d'intérêt en recherche sont principalement liés à la gestion optimale de l'énergie dans les réseaux électriques, allant d'une petite taille de petits microgrids à des grands smart grids, mais également de la conception optimale des équipements du réseau électrique. Voilà, je te laisse la parole, Salvi. Très bien, merci. Donc moi, effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, donc à Polytech Nantes, et rattaché au laboratoire IRENA sur Saint-Nazaire. Mes activités de recherche concernent plutôt l'optimisation de design de systèmes d'énergie de manière générale, donc de réseaux électriques
d'échelle variée, mais généralement plutôt de grande puissance, intégrant des énergies renouvelables d'une manière générale. Donc, je suis également aussi responsable d'une équipe au sein du laboratoire où on a actuellement une grosse activité sur l'intégration, la gestion d'énergie autour des énergies renouvelables, donc c'est assez complémentaire. Hilda? Bonjour à tous, donc je m'appelle Ildar Daminov, je suis actuellement le postdoctorant à l'Université de Nantes. Donc, les intérêts de recherche sont focalisés autour de les limites thermiques des composants du réseau électrique, notamment les transformateurs et les câbles sous-marins, mais aussi en général sur les axes de renouvelables et donc l'énergie marine. Et du coup, aussi, le petit commentaire que on va dans notre projet, on va partager les données et le code bientôt, mais déjà, quelques codes sont présents sur mon GitHub, donc vous pouvez déjà y accéder. Merci beaucoup. Voilà, merci Hilda. Donc effectivement, on a une démarche de sciences ouvertes dans nos universités et nos établissements. Donc ça fait partie des résultats, c'est de publier ce qu'on a fait. Donc d'une manière générale sur le projet, ici, on a aussi d'autres personnes qui sont intervenues, donc au-delà de nous trois. Donc Hildar a fait effectivement le postdoctorant sur la partie septembre 2020-2022. Et on a eu plusieurs stagiaires donc de Master 2 qui sont intervenus dans le projet. Et notamment, on a mis en place aussi des partenariats avec différentes, on va dire, d'autres équipes, d'autres laboratoires ou dans nos laboratoires, de manière à éclairer un petit peu les différents points que nous ne savions pas nécessairement renseigner ou en tout cas avoir un œil critique. Donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir d'autres chercheurs. Très bien. Donc, juste pour rentrer un peu dans le vif du sujet, le problème ici qu'on va regarder, c'est lié au développement effectivement de fermes éoliennes offshore en mer sur les côtes françaises, mais d'une manière générale sur les côtes sur le monde entier. Donc pour les sources, enfin pour les objectifs, ici on est sur des chiffres qui viennent du DNVGL, c'est 35 gigawatts en 2020 jusqu'à 1550 gigawatts en 2050. Donc c'est une génération forte d'électricité en ce qui concerne l'éolien offshore, avec un enjeu fort sur la diminution du coût d'énergie donc par rapport aux autres technologies, donc de manière à s'imposer et à avoir un développement qui soit assuré avec un risque industriel maîtrisé. Dans ce contexte-là, une des idées peut être de faire de l'overplanting, on va voir un petit peu ce que ça veut dire sur ces fermes, et de la gestion dynamique, notamment liée à la thermique des éléments qui sont impliqués dans le transport d'énergie. Donc là, bon, a priori, tous ceux qui sont aujourd'hui à nous écouter ou plus tard connaissent le schéma qu'on voit sur la droite, qui sont en gros un principe. Il y a bien une captation d'énergie en mer sur des convertisseurs type éolien, flottant ou posé, et un raccordement ensuite du poste électrique en mer au poste à terre. Donc cette distance-là et la gestion de cette liaison-là, notamment la liaison sous-marine haute tension, peut poser un certain nombre de difficultés. Si on regarde le schéma classique, on est un peu la manière d'une centrale nucléaire, si on prend un exemple un peu caricatural, c'est-à-dire qu'on a un point de fonctionnement qui est maintenu et on dimensionne l'installation, l'ensemble des éléments d'installation pour ce point de fonctionnement. C'est-à-dire en gros la puissance nominale de la station, enfin de la centrale, impose la puissance nominale et les dimensionnements de tous les éléments, notamment du câble. Donc ça, c'est le schéma relativement classique et c'est le schéma de conduite assez usuel des réseaux aujourd'hui, qui peut être un petit peu mis en cause. Il y a deux schémas pour le remettre en cause. Le premier, éventuellement, c'est d'installer une capacité plus importante que 100% de cette capacité nominale de transport. Alors là, ce qu'on va gagner dans un premier temps, c'est qu'on va garder la même architecture de câble pour le transport, mais ce qu'on pourra faire, c'est qu'on dira à ce moment-là, si on dépasse la capacité maximale, on fera de l'écrêtage, c'est-à-dire qu'on fera une régulation de production par les éoliennes de manière à ne pas produire plus de 100% de ce qui était prévu, et on gagnera, en ayant plus de production, plus de générateurs, on gagnera sur les parties où le vent est un peu moins fort et qui nous permettront dans une phase un peu de production moindre due au vent, d'avoir finalement plus de production que si on avait installé moins d'éoliennes. Donc ça, c'est l'idée. Et sur l'année, ça peut se ressentir de manière assez symptomatique sur une augmentation, on va dire, de la production. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est éventuellement d'intégrer également des aspects de pilotage dynamique en fonction d'éléments, notamment la température, c'est-à-dire de passer dans une conduite non plus en courant, mais dans une conduite en température. Et à ce moment-là, on garde effectivement l'idée d'installer plus de capacité sur la ferme, donc plus de 100% comme c'est indiqué sur la diapo, avec toujours un câble d'export qui est dimensionné pour une puissance donnée à 100% idéalement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
faire des coupures enfin des coupures. On va faire de l'écrêtage lors de surproduction uniquement cette fois-ci si la température maximale du câble est atteinte. Ce qui est un petit peu différent puisqu'on va voir qu'il y a des dynamiques qui rentrent en jeu et qui vont permettre, dans pas mal de cas, de passer cette contrainte. Donc, voilà pour l'idée. Alors, si on regarde rapidement, ce que ça veut dire, c'est que finalement, si on voulait garantir une puissance constante sur un point de fonctionnement, à ce moment-là, on aurait une température qui serait déterminée pour ce courant constant. Donc, si on regarde rapidement ce que ça veut dire que si on a un courant admissible, ici, vous avez une valeur autour de 780 ampères. Si on maintient ça sur une durée très longue, vous voyez ici en année, hein, donc c'est vraiment très, très long, on obtient une température qui est la température de fonctionnement du câble. Donc, ça veut dire que pour son courant maximal admissible, le câble sans variation extérieure est à 90 degrés. Ça, c'est la manière de dimensionner les câbles, c'est-à-dire qu'on obtient ce point-là, et donc on donne en conduite la valeur courant maximale qui correspond. Évidemment, ce point de fonctionnement, dans le cadre d'énergie renouvelable et d'énergie intermittente, ne va pas être tenu, loin s'en faut, puisqu'il va y avoir des variations beaucoup plus importantes, à la fois sur des saisons, mais également sur des périodes de la journée ou sur des temps assez courts. Ce qui veut dire que le courant qu'on va observer va bien souvent ne pas permettre d'atteindre les 90 degrés. Donc là, si on prend ce profil-là, par exemple, vous voyez sur plusieurs jours du mois de janvier, on voit que la température augmente, mais n'atteint pas les 90 degrés, ce qui veut dire que sur un câble qui a été dimensionné à 100% pour la ferme, finalement, la contrainte forte physique liée à la température n'est pas du tout atteinte. Donc cette marge-là qui reste, c'est l'objectif de l'exploitation justement de la capacité électrothermique du câble, c'est-à-dire de voir un petit peu s'il y a des marges de manœuvre supplémentaires. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça veut dire, si on surdimensionne la ferme, c'est-à-dire qu'on va installer, on va dire ici, par exemple, dans cet exemple, vous avez entre 100 à 130% de génératrices par rapport au câble. On va donc, du coup, avoir une capacité installée qui est supérieure à ce que le câble est normalement capable de faire en régime permanent. Il faut toujours avoir cette hypothèse en tête. Et donc, du coup, sur quelques notions, on va se retrouver à devoir définir à la fois une puissance garantie de transmission et une puissance autorisée. C'est-à-dire que là, on commence à dissocier les deux notions. C'est le cas, par exemple, de l'opérateur TenneT, qui opère en Allemagne et aux Pays-Bas, et qui a commencé à introduire cette notion-là, qui permet d'introduire des flexibilités dans la gestion d'infrastructures, notamment en cas de renouvelable. On verra que cette notion reviendra dans les diapos qui suivront. C'est important d'avoir bien en tête que ce n'est pas tout à fait la même chose. Comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que si vous avez ici un résultat où on est passé sur un overplanting à 130%, donc vous voyez qu'on a plus de capacité que le câble, on repère quelques instants, notamment autour du 4 janvier, où finalement, on voit un écrêtage, c'est-à-dire que la puissance va être écrêtée par rapport à ce qu'elle aurait pu faire, c'est ce qui est la courbe bleue et la courbe rouge. Et là, c'est un contrôle par rapport à sa température. C'est-à-dire qu'on s'est limité aux 90 degrés qui ont été constatés. Donc, on fait un pilotage en temps voulu, et c'est cette notion-là du temps voulu, avec l'information nécessaire pour comprendre à quel moment avoir un impact sur le courant qui passe. Donc l'idée dans le projet, c'est bien du coup d'avoir des recommandations qui sont des recommandations plutôt techniques sur les prochains appels d'offres, par exemple, pour les prochaines fermes offshore, essayer de développer des méthodologies et des modules qui permettent de voir un petit peu comment concrètement faire l'écrêtage optimal et s'assurer que la production est adéquate. Et pour ça, on s'est basé, nous, sur des modèles électrothermiques des câbles avec un certain nombre de méthodes d'optimisation autour de ça. Et on a donc considéré un certain nombre d'incertitudes, notamment liées à la génération liée au vent, et puis des contraintes opérationnelles, donc notamment éventuellement contraintes d'opération du réseau, enfin de conduite du réseau en temps réel. Et vous le verrez dans les diapos qui suivent, on s'est posé la question aussi du type d'échange d'informations qu'il doit y avoir entre un opérateur de réseau et un opérateur de ferme, en termes de confidentialité éventuellement sur les modèles, éventuellement en termes de délai d'information, de prévision par rapport au vent. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Donc, l'idée sur ces deux figures qui sont emblématiques du travail qu'on a mené, c'est bien d'avoir un développement de modules. C'est-à-dire on a vraiment fait une approche modulaire, puis observe un petit peu comment faire ces écrêtages en respectant à la fois des stratégies de conduite en courant ou des conduites en température. Voilà. Donc ça, c'est l'introduction, c'est le modèle introductif. Donc, on reviendra là-dessus s'il y a besoin. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie un peu plus résultat. Donc Anne, je te laisse prendre la main si tu veux. Ok, c'est parfait. Merci Selby.
Donc moi, je vais continuer la suite de la présentation. Je vais continuer à vous parler de gestion de l'énergie, en particulier de minimisation de l'écrêtage, concernant différents petits points qu'on a vus dans le cadre du projet. Donc comme Salvi l'a expliqué, on regarde des modèles thermiques et en particulier, on regarde le modèle thermique qui est défini par une norme IEC, donc en particulier la 68853 qui est décrite ici. C'est une norme qui intègre de nombreux termes, dont certains demandent un temps de calcul qui peuvent être assez longs. Et dans le cadre de cette idée de pilotage en ligne comment dire, des infrastructures, on s'est posé la question de savoir si on pouvait réduire le temps de calcul lié à la simulation du comportement électrothermique du câble. Vous voyez ici, là j'ai mis une équation qui va peut-être faire peur à certains, mais voilà, en effet, c'est une équation qui permet de simuler le comportement thermique de l'environnement dans lequel le câble est enterré, le câble sous-marin est enterré, dans lequel il y a des fonctions exponentielles intégrales, les fonctions EI là notamment, qui peuvent prendre un petit peu de temps à calculer. Donc, par le biais d'une astuce d'implémentation que Hildar mise en place par le biais de précalcul de fonctions normalisées de réponse à des échelons de courant. Ce temps de calcul a pu être réduit de 50%, ce qui a grandement aidé pour la suite du projet. Et donc, ce qu'on voit, c'est en effet le graphe en bas à droite. Vous avez une température de référence qui est en bleu, qui est complètement superposée avec une courbe rouge que vous ne voyez pas donc ici, qui représente la température qui est calculée par le biais de ce modèle un petit peu plus simplifié, précalculé. On voit qu'en fait, il y a une perte de précision qui est absolument négligeable. Et donc, la température est calculée par rapport à un profil de courant qui est indiqué ici en jaune. Donc voilà pour les aspects un peu pragmatiques de calcul, de temps de calcul. Si on va peut-être à la slide suivante, Salvi. Merci. Comme Salvi le disait, on s'est intéressé également au niveau d'information qui peut être échangé, qui est échangeable entre le gestionnaire de ferme éolienne et le gestionnaire de réseau. Comme Salvi l'a montré sur le graphe tout à l'heure, enfin sur la figure, le câble d'export, il est opéré, il est géré, il appartient au gestionnaire de réseau. Mais pour pouvoir déclarer la production la veille pour le lendemain, un gestionnaire de ferme va devoir prendre en compte les contraintes thermiques si tant est que les aspects de dynamic rating, d'opacité variable, sont inclus dans les prochains prochains appels d'offres. Donc comme Salvi le disait, à l'heure actuelle, on fait de la conduite avec une limite en puissance ou en courant qui est fixe. L'idée, à terme, ça serait de pouvoir mieux exploiter les infrastructures électriques et de pouvoir prendre en compte le vrai facteur limitant qui, au final, est la température. Donc, dans ce cadre-là, il faudrait, quand un gestionnaire de ferme éolienne va déclarer sa production en J-1, la veille pour le lendemain, à l'opérateur de réseau, il faudrait qu'il puisse déclarer une production qui va être compatible avec les contraintes thermiques qui sont observées sur le câble. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il déclare une production qui fasse dépasser la température maximale autorisée du câble. Et donc, dans ce cadre-là, il a besoin de connaître en fait le comportement thermique du câble. Le problème, c'est que ce câble, il peut avoir un aspect très confidentiel. Le fabricant ou le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau peuvent ne pas vouloir révéler les caractéristiques thermiques de ce câble. Et donc, dans ce cadre-là, on a fait donc 4 études de cas pour voir si un niveau d'information qui était échangé sur ces caractéristiques thermiques avait un impact significatif ou pas sur la production réelle, déclarée par le gestionnaire de ferme. Est-ce que ne pas partager d'informations sur le modèle électrothermique entraînait une perte significative de revenus pour le gestionnaire de ferme, parce que, in fine, c'est ça qui va, c'est ça qui va compter. Donc, les 4 études de cas, on les a décrites ici. Donc, on les a appelées le problème P1, tout simplement, le problème 1. Dans ce cadre-là, on considère que le modèle électrothermique est partagé par les 2 acteurs, le gestionnaire de ferme et le gestionnaire de réseau. Donc ici, c'est vraiment notre modèle de base. C'est un cas idéal qui ne devrait sans doute pas arriver dans la vie réelle, entre guillemets, mais qui nous permet de nous donner une référence. Ensuite, les cas un peu plus réels, qu'on imagine être un peu plus réels et qu'on voit aussi apparaître, par exemple, du côté de TENET, c'est un problème où l'information sur la température du câble est échangée par le biais de signaux
entre le gestionnaire de réseau et le gestionnaire de ferme. Donc, on les a appelés, ces problèmes-là, les problèmes P1 signal X. Le X étant allant de 1 à 3. On a testé différents signaux. Dans le cadre du problème P1 signal 1, on a testé le maximum d'informations, entre guillemets, qu'on peut s'échanger entre gestionnaire de réseau et gestionnaire de ferme. Dans ce cas-là, on indique s'il y a violation de la température maximale, quand cette violation arrive et quelle est l'amplitude de cette violation. Donc, par exemple, j'ai mis un petit exemple ici, ça peut prendre la forme d'un vecteur, par exemple, voilà, qu'on voit ici pour chaque instant de la journée, par exemple, pour chaque heure ou chaque dizaine de minutes, etc. On va indiquer, par exemple, par un 0 s'il n'y a pas de violation de limite, ou on va indiquer la température réelle s'il y a une violation de cette limite. Dans le cadre du projet sur lequel on a travaillé, on a considéré un câble isolé avec du XLPE pour lequel la température limite est en général de 90 degrés. Donc, comme on voit ici, le vecteur, il y a 0, 0, il n'y a pas de violation de température. 91, 92, 91, ça veut dire que ça y est, on est au-delà de cette température maximale autorisée. Donc, on donne l'information de la violation de température. Ça, c'est donc le signal 1 qu'on a testé, qui est le signal le plus complet. Le signal 2, lui, il va indiquer l'instant auquel arrive cette violation de température, mais il ne va pas indiquer la magnitude de la violation. Et dans le cas 3, donc le tout dernier cas, tout en bas, ce qu'on va indiquer, ça va être simplement s'il y a une violation de la température maximale autorisée dans la journée. On n'indique pas quand, on n'indique pas quelle est la magnitude. Donc ici, il y a vraiment une très forte préservation des caractéristiques thermiques du câble, mais quand même un certain échange d'informations entre gestionnaire de réseau et gestionnaire de ferme. Et donc, on va voir dans la slide suivante ce que ça donne comme résultat. Donc, je ne vais pas forcément détailler, parce que le temps avance aussi, je ne vais pas forcément détailler en profondeur le graphe qui est ici. On a fait beaucoup d'études avec différents algos, etc. Mais je vais essayer de vous résumer un petit peu les résultats. Donc, le premier résultat, c'est que lorsqu'on utilise le signal 3, qui est le signal qui donne le minimum d'informations, on arrive malgré tout à converger vers un profil déclaré qui est très similaire au profil lorsqu'on échange les informations sur le modèle électrothermique, comme dans le cas du problème P1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte de revenus pour le gestionnaire de ferme s'il n'y a qu'une information minimale qui est échangée, c'est-à-dire violation de température ou pas, entre le gestionnaire de réseau et le gestionnaire de ferme. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de problème de confidentialité qui peut se poser. A priori, on doit pouvoir converger vers des bons profils de déclaration de puissance. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il faut pouvoir trouver un compromis entre le revenu et la vitesse de calcul. Parce qu'en effet, on peut prendre un certain temps à calculer et à converger vers la puissance déclarée optimale, qui est entre guillemets notre puissance qui aurait été trouvée dans le problème P1. Et donc, si jamais on a, entre guillemets, un temps un petit peu plus contraint, peut-être qu'on ne va pas réussir à converger suffisamment vite vers le profil optimal. Et donc, peut-être qu'on va perdre un petit peu de revenus. Donc ça, c'est peut-être des petits compromis à aller regarder, et en particulier en fonction de différents algorithmes. On a testé différents algorithmes, notamment l'algorithme génétique, d'autres types d'algorithmes. On a vu que certains algorithmes sont beaucoup plus rapides que d'autres à converger. Et donc, il faut que les gestionnaires de ferme puissent choisir le bon algorithme pour converger. Donc, des différentes études restent à approfondir pour pouvoir avoir une idée plus globale des algorithmes les plus robustes selon différents types de conditions. La slide suivante. Donc, suite à ça, on s'est aussi posé la question de la stratégie optimale à adopter par les gestionnaires de ferme. Donc, tout ce que j'ai dit précédemment, c'était basé sur une stratégie où le gestionnaire de ferme va essayer de déclarer sa production réelle. Il essaye d'estimer ce qu'il va produire, il va essayer de la déclarer. Maintenant, on s'est dit, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie. Et je vais expliquer ça dans les prochaines diapos. Mais dans un premier temps, je vais peut-être faire un petit rappel sur ce que sont les quantiles, parce que ça va être très important pour la suite. Alors, un quantile, le quantile Px, on va parler de P50, de P90, de P10. Un quantile Px, c'est la puissance pour laquelle il y a X% de chances que la puissance réelle soit
soit en dessous. Alors, c'est pas forcément très bien dit comme ça. Je vais essayer d'utiliser plutôt le graphe. Ça va être un petit peu plus simple. Le graphe à droite. Si on regarde la courbe rouge, dans le graphe en haut à droite, voilà, tout à fait, on est sur du P90. Le P90, c'est une puissance. C'est la puissance pour laquelle il y a 90% de chances que la puissance réelle, qui est la courbe bleue, soit en dessous. Quand on fait des prévisions, on ne sait pas quelle va être cette puissance réelle produite. On a entre guillemets que la courbe rouge ou la courbe jaune ou la courbe violette. C'est des différents quantités, P90, P50, P10. Si on regarde le P90, c'est une courbe qui indique que dans 90% des cas, on aura une puissance réelle qui sera inférieure à cette courbe-là. Et ça se voit relativement bien sur ce graphe-ci. Dans la plupart des cas, la courbe bleue reste en dessous du P90, sauf en janvier, le 3 janvier à peu près ici, voilà, où il y a une probabilité faible que la puissance réelle soit au-dessus du P90, mais voilà, ça existe. Même chose pour le P10. Ici, le P10, c'est la courbe jaune. C'est la puissance pour laquelle il y a seulement 10% de chances que la puissance réelle soit inférieure. On voit que ça est respecté la plupart du temps, mais il y a des endroits, notamment aux alentours également du 10 janvier, je crois, où la puissance réelle est en dessous du P10. Faible probabilité, mais ça peut arriver. Et donc, entre ce P de 90 et ce P10, il y a le P50. Le P50, ça veut dire qu'il y a 50% de chances, je pense que tout le monde l'a suivi maintenant, il y a 50% de chances que la puissance réelle soit inférieure à ce niveau-là. Et c'est comment dire, c'est la prévision, c'est ce qui est considéré comme étant la prévision la plus fiable, entre guillemets, et qui est utilisée pour la déclaration du jour pour le lendemain par les gestionnaires de fermes éoliennes. Alors, je vais peut-être essayer d'enfoncer un peu le clou sur ces histoires de quantiques qui ne sont pas forcément toujours évidentes à appréhender en 30 secondes. On va prendre les graphes en bas à gauche. Ici, on a la puissance réelle en fonction de la puissance prévue, la puissance estimée. Si on regarde le P10, donc le graphe tout en bas à gauche, voilà, tout à fait, pour chaque puissance estimée, en fait, on va s'apercevoir que la puissance réelle est beaucoup plus grande, la plupart du temps. Ça, c'est le P10, parce qu'en fait, on sous-estime, entre guillemets, la puissance qui pourrait arriver. Pour le P90, c'est l'inverse. Pour chaque puissance estimée, on a en général une puissance réelle qui est plus basse. Et pour le P50, on est un petit peu entre les deux. Donc voilà, ça c'est peut-être pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ces histoires de quantiles, ce que ça donne. Donc je vais passer à la slide suivante. Et donc ce P50, en fait, c'est la puissance qui est déclarée par les gestionnaires de ferme du jour pour le lendemain. Ils reçoivent ces quantiles de prévisionnistes et ils déclarent ces trajectoires de puissance aux gestionnaires de réseau. Maintenant, on s'est dit, mais est-ce que cette stratégie est vraiment optimale d'un point de vue du revenu des gestionnaires de ferme? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies qui pourraient les inciter à avoir des comportements différents? Et en particulier, on a voulu regarder l'influence du prix des déséquilibres. Alors, les déséquilibres, ils arrivent lorsqu'on a déclaré une puissance donnée et qu'on va, au final, peut-être produire plus ou produire moins. Et selon l'état du réseau, selon les normes en vigueur, selon les règles, etc., ça peut être soit pénalisé, soit valorisé. Ça peut être pénalisé parce que on déséquilibre un petit peu le réseau, donc il faut que le gestionnaire de réseau fasse des activités de redispatch, ou alors ça peut être valorisé parce que voilà, on est en tension sur le réseau, on a besoin d'avoir un petit peu plus d'énergie verte, par exemple, et ça nous permet peut-être de diminuer la production d'autres centrales moins vertes. Donc voilà, ces prix du déséquilibre, en fait, ils peuvent être plus grands ou inférieurs au prix auquel l'énergie a été vendue au jour J-1. Donc, ce qui veut dire que ça peut être peut-être plus intéressant pour un gestionnaire de ferme de se dire, finalement, je pense que demain, si je vends mon électricité demain, je vais la vendre plus cher que si je la vendais aujourd'hui. Donc, j'en garde entre guillemets un petit peu sous le coude et je ne déclare pas toute ma production au gestionnaire de réseau pour pouvoir maximiser mon revenu. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu regarder ces aspects-là? C'est parce que depuis quelques années, il y a une émergence d'une communauté de prévision des prix du déséquilibre. Et pourquoi? Parce que les prévisions des énergies renouvelables commencent à devenir de plus en plus intéressantes, de plus en plus fiables, et ces prix du déséquilibre sont tirés par ces énergies renouvelables maintenant de plus en plus. Donc on voit que de plus en plus, on va commencer à pouvoir prédire ces prix du déséquilibre qui n'étaient pas si facilement prévisibles dans un système où il y avait moins d'énergie renouvelable.
Et donc, comme je le disais, ça peut être peut-être plus intéressant de déclarer quelque chose de différent de sa production réelle. Et donc, c'est ça qu'on a voulu aller regarder. Et en particulier, on a été regarder pour différents taux d'overplanting, différentes stratégies. Donc, le P50, ça c'est la stratégie normale, la stratégie de base. Le P Fixed Quantile, ça c'est des acronymes que vous allez retrouver dans les graphes, donc j'essaie de les expliquer. Fixed Quantile, c'est la stratégie où au lieu de prendre le quantile 50, on va prendre un autre quantile, on va essayer de trouver quel est le quantile optimal sur un an. On va essayer de vérifier si c'est le 35, le 40, etc. Il y a le P actual. Là, c'est une stratégie où on va déclarer notre production réelle. On imagine qu'on a un oracle, on connaît notre production réelle, il n'y a pas d'incertitude et on va la déclarer. Combien ça nous rapporte? Le P20 quantile, c'est lorsqu'on décide de prendre le quantile optimal sur un jour. Au lieu de le prendre sur une année, comme dans P fixed quantile, on le prend sur un jour. Et tous les jours, on peut changer de quantile. Et ensuite, il y a le P optim profile qui est tout en bas. Ici, on déclare ce qu'on veut. Il n'y a aucune contrainte de devoir choisir parmi des quantiles donnés par des prévisionnistes. Et donc, je vais passer à la suite. Donc ici, ces différentes stratégies se rappeler sur la gauche. Sur la droite, il y a deux graphes. Le premier à gauche, il est, je vais expliquer un petit peu ce à quoi ils correspondent. Donc, pour ces deux graphes, il y a le revenu annuel qui est exprimé en référence d'un cas, qui est le cas de référence, le cas où on utilise le P50 en stratégie, voilà, tout à fait en gris ici, le P50 en stratégie, où on dimensionne notre ferme à 100% du câble d'export, donc pas d'overplanting, et pas de dynamic rating. Donc, on fait ça en fonction de différents taux d'overplanting, c'est-à-dire différents dimensionnements de la ferme. Si le taux d'overplanting est à 1, ça veut dire que la ferme est dimensionnée à 100% du câble d'export. Si le taux d'overplanting est à 2, ça veut dire que la ferme est dimensionnée à 200% du câble d'export, la capacité du câble d'export. Et donc, on regarde ça en fonction des différentes stratégies, des 5 différentes stratégies qu'on a analysées ici. Donc, quelques résultats majeurs sur ces graphes-là, que je vais essayer d'expliciter. Si par exemple on regarde la stratégie actual production par rapport au P50, on voit qu'on a un petit peu de revenus en plus, mais seulement 2 à 7%. Ça veut dire que si on améliore nos prévisions pour faire coller notre déclaration exactement à ce qu'on va réellement produire, on a un potentiel d'amélioration de notre revenu, mais c'est quand même assez limité. Par contre, si on regarde le P50 est par rapport au P optimum profile, donc les courbes, les barres en jaune clair, là on voit qu'il y a au moins 21% d'amélioration du revenu. Et c'est d'autant plus important si on a du dynamic rating, donc qui est le graphe à droite. Ça veut dire que finalement, c'est plus intéressant pour un gestionnaire de ferme d'aller peut-être jouer avec les prix du déséquilibre, peut-être aller, entre guillemets, boursicoter, finalement, on peut dire ça comme ça, que d'améliorer sa prévision de production. Alors, bien entendu, il y a beaucoup d'obstacles à ça. La prévision des prix du déséquilibre est quelque chose de complexe. Ça implique de nombreux autres acteurs, les autres acteurs du marché. Donc, on ne sait pas jusqu'à quel point ces prévisions vont devenir de plus en plus fiables. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que de façon théorique, il y a un potentiel qui est beaucoup plus important sur ce comportement-là. Donc ça, c'est intéressant pour les gestionnaires de ferme, mais par contre, c'est extrêmement effrayant pour les gestionnaires de réseau, parce que jouer avec des déséquilibres, ce n'est pas bon du tout pour un réseau. Et donc, il serait important, et c'est certainement en cours, que les gestionnaires de réseau puissent avoir peut-être des règles qui impliquent des comportements vertueux et qui limitent ce genre de comportement. Maintenant, ce qu'on voit aussi, en particulier quand on regarde le cas en dynamic rating à droite du graphe, voilà, tout à fait, c'est que le ratio entre revenu et taux d'overplanting est toujours en faveur comment dire, est toujours en faveur du gestionnaire de ferme. Par exemple, si on regarde la stratégie où on est à 200% d'overplanting, voilà, ici, et quand on est en version, en stratégie optimal profile, ici, on a 200%, on a dimensionné la ferme à 200%, donc on a quasiment 200% d'énergie, on a beaucoup plus d'énergie, mais finalement, on va l'écréter beaucoup aussi, donc on va perdre beaucoup d'énergie, mais malgré tout, on est toujours à plus de 200% de revenus, en fait, par rapport au cas de référence. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un intérêt économique, finalement, à l'overplanting dans ce cadre-là, très spécifique, mais qui est important de considérer.
Donc, on peut peut-être aller aussi, voilà, merci bien. On s'est posé aussi la question de la sensibilité de nos résultats et de nos conclusions par rapport à la température maximale autorisée. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a considéré un câble isolé avec du XLPE pour lequel il y a 90 degrés, pour lequel la température maximale autorisée est de 90 degrés. Malgré tout, un gestionnaire de réseau peut vouloir limiter cette température pour faire une marge de sécurité. Ça peut être 2 degrés, 5 degrés, 10 degrés, donc avec des températures maximales autorisées de 88, 85, 81 degrés, par exemple, c'est ce qu'on a pris ici. Et donc, on a voulu regarder si ça impactait fortement les revenus du gestionnaire de ferme. Et on a regardé ça pour différents taux d'overplanting, donc 100%, 150% et 200%. Et au final, on a vu que dans le pire des cas, ça va engendrer une dégradation de 3%, ce qui est assez mineur. Donc finalement, l'influence de cette marge de température est assez limitée. Les conclusions de l'étude restent les mêmes. On va passer à la suivante. Merci bien. On a également voulu maintenant regarder un peu plus les aspects d'incertitude et de stockage, parce que jusqu'à maintenant, on avait fait beaucoup de choses en déterministe, en étant un peu sur des aspects d'oracle, regarder des limites théoriques en connaissant un petit peu plus le futur. Et là, on a voulu regarder le cas où on connaissait de moins en moins le futur, on rentre dans un cas de plus en plus réaliste avec des incertitudes sur la production éolienne. Donc je voulais mentionner que ces travaux ils ont été faits en collaboration notamment avec le laboratoire IETR de Rennes, de Centrale Supélec, grâce à un financement du JDR Seeds. Et donc, dans ce cadre-là, on a regardé un stockage avec une batterie. On avait dit on peut considérer différentes choses, de l'hydrogène, etc. Dans ce cas-là, on a considéré une batterie. Et dans ce cadre-là, quand il y a du stockage, une méthode qui est relativement efficace et intéressante, c'est la SDP, la programmation dynamique stochastique. Alors, cette méthode-là, elle a besoin d'un certain formalisme dans les équations. Elle a besoin que les équations aient une certaine forme, et en particulier une propriété de Markov. Alors ça veut dire qu'un état, qu'on va appeler petit x, qui est au milieu de la diapo, un état x à un instant k plus 1, va dépendre seulement de l'état à l'instant précédent, donc xk, du contrôle U, par exemple, à l'instant précédent UK, et d'une perturbation W à l'instant précédent seulement, et pas de connaître tout le passé, seulement ce qui se passait à l'instant précédent. Ça permet de pouvoir découpler les fonctions objectifs. Voilà, je vais peut-être passer assez rapidement parce que c'est vrai que le temps avance aussi beaucoup. Ça découpe les fonctions objectifs entre temps du présent et temps du futur. Voilà, ça nous permet de découpler un petit peu le problème et de pouvoir le traiter. Et donc, un des gros problèmes qu'on a rencontrés, c'était de pouvoir intégrer les modèles thermiques dans le formalisme de la SDP pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais passer à la slide suivante. Donc, on a fait pas mal de recherches sur un modèle thermique qui puisse être représentatif du comportement électrothermique du câble, tout en permettant d'avoir un nombre d'états, alors c'est ça le nerf de la guerre, un nombre d'états suffisamment petit pour pouvoir être rentré dans la SDP, donc pour pouvoir respecter son formalisme, mais également pour avoir une vitesse un temps de calcul raisonnable. Le problème avec la SDP, c'est que lorsqu'il y a beaucoup d'états qui sont rentrés dans cet algorithme-là, le temps de calcul explose. Donc, on a fait cette recherche avec différents états, différents modèles. Il y a eu un travail de formalisation qui a été réalisé par un étudiant en master qui est maintenant doctorant à l'IETR, Alexandre Aybedrin, sur le bon modèle électrothermique. Au final, on s'est basé sur un modèle à 3 cellules qui est issu des normes IEC. Donc, en fait, je montre ce à quoi ce modèle peut ressembler. Donc, c'est un modèle d'analogie électrothermique. On modélise de façon électrique les aspects thermiques, dans lequel il y a 3 cellules RC, donc résistance-capacitance. Et donc, dans le modèle IEC initial, il y a beaucoup plus de cellules que ça. Et il y a aussi d'autres équations qui permettent de modéliser aussi d'autres aspects, d'autres parties de l'environnement, etc. On s'est dit, essayons ce modèle-là. Il a l'air d'avoir un nombre d'états suffisant, peut-être un nombre d'états limité, et voyons ce que ça peut donner par rapport à l'optimisation. Donc, ici, ce que je montre dans le graphe en bas à droite, ce sont les résultats pour un test à un échelon de courant de ce modèle. Donc, au tout début, le modèle suit relativement bien le modèle IEC, qui est la courbe bleue, qui est vraiment le modèle de référence pour le comportement du câble.
à la fin, comment dire, sur du temps long, en régime permanent, il suit aussi bien ce modèle. Il y a un petit décrochage, par contre, qui s'opère dans le moyen terme. Et donc, initialement, voilà, on s'était dit peut-être que ce modèle ne convient pas, il n'est pas assez précis pour représenter toutes les subtilités du modèle électrothermique. Mais au final, on s'est rendu compte que par le biais de la SDP, qui recalcule constamment les trajectoires et les politiques à adopter, finalement, comment dire, ce problème n'en était plus un. Donc, on va voir ça dans la slide suivante. Donc, on a appliqué ce formalisme qu'on avait développé, ce modèle électrothermique qu'on avait développé à un cas très très simple avec du stockage sans vieillissement, sans perte, un cas où chaque déséquilibre est pénalisé. Il n'y a pas de récompense ici. Et ça, c'est quelque chose qui est appliqué dans les zones non interconnectées, les fameuses ZNI. Donc, dans un premier temps, on a voulu voir si la contrainte en température était satisfaite. Donc, comme vous voyez ici dans le graphe en bas à gauche, donc on va s'intéresser plus particulièrement à la courbe verte, P-grid, qui est l'injection de puissance dans le câble électrothermique. Donc, ce P-grid, en fait, il va au-dessus d'une courbe noire qui est plate, qui est la puissance maximale autorisée en régime permanent du câble. Et on voit que très régulièrement, cette puissance va au-delà de la puissance maximale autorisée. Donc, on est vraiment dans du dynamic rating. Ce qu'on voit dans le graphe en bas à droite, c'est que malgré tout, cette contrainte en température, qui est donc maintenir le câble en dessous de 90, est respectée. Donc la SDP, le formalisme qu'on a développé et le modèle qu'on a développé permettent d'exploiter le dynamic rating, mais tout en satisfaisant les contraintes de température. Donc on va aller à la diapo suivante. Et donc, on a voulu également voir si c'était performant, si on avait, entre guillemets, bien développé le modèle et que tout allait bien. Et dans ce cas-là, on a comparé les résultats de la SDP avec des heuristiques sur ce cas qui est très simple. Alors, l'intérêt de ces heuristiques, c'est que ce sont des heuristiques optimales qu'on peut connaître parce que le cas est simple. Ça nous a permis de voir que la SDP suit parfaitement les résultats de l'heuristique. Donc, ça veut dire qu'en effet, la SDP converge bien vers les résultats optimaux. Et donc, maintenant que le modèle est développé, on peut l'appliquer à beaucoup plus de cas et des cas beaucoup plus complexes dans lesquels l'ASDP va vraiment pouvoir révéler son potentiel, des cas où les heuristiques ne sont pas aussi optimales. Voilà. Le temps passe vite, et oui, en effet. Donc, je vais peut-être pas développer tout le reste. Je crois qu'on est arrivé à la fin de toute façon. On a donc 3 publications, du code MATLAB et Python qui va être disponible très prochainement sur du Git. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Ça intégrera le modèle électrothermique du câble, également des analyses économiques. Voilà, et je crois que la diapo d'après, c'était la fin. Donc voilà, on va pouvoir avoir un peu de temps pour les questions. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à la présentation. Nos contacts sont ici, à Salvi, Ildar et à moi. Donc voilà, je repasse là pour la Gwenaëlle. Merci beaucoup, Selvi et Anne, pour cette présentation. Donc, on a une question. Je vais laisser Thibaut vous la transmettre. Alors, effectivement, une question de Monsieur Benoît Parein, j'espère ne pas écorcher votre nom, qui est plus orientée, je pense, pour Salvi, sur la question liée à l'inertie de la mesure et de la transmission des températures, savoir si c'est compatible avec la régulation des turbines. Et même plus loin, en présumant qu'il faut une réaction probablement assez rapide pour éviter ces dégradations. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Salvi, à ce sujet, s'il te plaît? Alors, oui, alors je comprends la question comme étant, est-ce qu'on est dans la même fenêtre temporelle sur mesure et transmission de température et régulation? Je pense comprendre ça. Voilà. Alors oui, effectivement, selon les signaux qui sont envoyés, Anne il a bien expliqué, si on est sur un signal par jour, à la limite, c'est pas tellement le problème. En fait, la régulation de puissance en sortie de la ferme, d'une manière générale, elle est faite individuellement sur chaque turbine. Et cette régulation, elle est dans la régulation des turbines, c'est-à-dire la régulation de l'angle et de la fréquence c'est-à-dire l'angle des pales et la vitesse de rotation. C'est ça qui est piloté. Donc, comment dire, il y a 2 problèmes. Il y a le temps réel, effectivement, et le day ahead, c'est-à-dire en gros le jour d'avant, prévision, et on trouve un scénario d'exploitation. Le jour d'avant, scénario d'exploitation, on a déjà établi un petit peu la manière de s'y prendre. On sait à quel moment, si la prévision du vent est effective, on aura des problèmes. Donc là, il n'y a pas de difficulté.
Par contre, effectivement, sur le temps réel, on a quand même du temps. C'est-à-dire que la partie température est une variation qui est quand même assez lente dans le câble. Donc, la régulation, c'est-à-dire la décision de changer le point de fonctionnement du parc et donc des différentes génératrices, pour moi, est compatible avec l'évolution de la température dans le câble. Indirectement, si je le dis différemment, c'est-à-dire que si on a déjà atteint la température, qu'on attend d'atteindre la température sur un point de fonctionnement, en overplanting, on est déjà trop tard. C'est-à-dire que même si on diminue la puissance de sortie, on aurait un phénomène d'inertie thermique qui fera que cette température risque d'être dépassée, quand bien même on a diminué le point de fonctionnement. Alors c'est quelques minutes, certainement, mais voilà. Donc c'est quand même assez délicat, malgré tout, à intégrer, d'où l'idée de ces études. Merci pour cette réponse. Voilà, oui. Et après, il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc, une question sur les quantiles P50, mais qui ont été parfaitement clarifiées par Anne. Donc, voilà. Très bien. Je vous remercie tous les trois, Salvi, Anne et Hildar. Et je remercie les participants d'avoir suivi ce webinaire. Le prochain webinaire aura lieu le 29 juin et il sera consacré à la présentation de la fondation OpenSea par Bertrand Alessandrini. Donc, je vous invite à vous inscrire dès que vous aurez reçu le lien d'inscription. Voilà, merci à tous les trois. Est-ce que vous avez un petit mot avant qu'on termine? Merci, c'est un petit mot. Merci à tous et à toutes. Et on a été ravis de faire ce projet tous ensemble avec vous. Super, merci à toutes et à tous. Et puis, bonne fin de journée. Et à bientôt sur un webinaire WeMake ou ailleurs.